Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Histoire de vie et formation. Collection dirigée par Gaston Pinault. Avec la collaboration de Bernadette Courtois, Pierre Dominicé, Guy Jobert, Gérard Melécuse, André Vidriquer et Guy de Villers. Cette collection vise à construire une nouvelle anthropologie de la formation, en s'ouvrant aux productions qui cherchent à articuler histoire de vie et formation. Elle comporte 2 volets correspondant aux 2 versants, diurne et nocturne, du trajet anthropologique. Le volet formation s'ouvre aux chercheurs sur la formation s'inspirant des nouvelles anthropologies, pour comprendre l'inédit des histoires de vie. Le volet histoire de vie, plus narratif, reflète l'expression directe des acteurs sociaux aux prises avec la vie courante à mettre en forme et en sens. Dernière parution. Volet histoire de vie. P. Galvani, Y. de Champlain, Desnolins, G. Dubé, Coorde, Moment de formation et mise en sens de soi 2011. Jean Ferreux, Prise de Riqueux. Pamphlet autobiographique 2011. Julie Dolé, Vaincue parfois. Résigné jamais 2011. Jacques Serizl, Armel Rouder, André de Peretti. Rencontre et compagnonnage franco-marocain. Entretien avec Gaston Pinault 2011. Yves Niger, La roue du hamster 2010. Jean-Pierre Weiland, L'imparfait du subjectif 2010. Safira X, Mémoire d'une fille paumée 2010. Anne-Marie Pifot, Les secrets de Lina, Persévérance 2010. Maurice André, Récit de vie d'un marin 2010. Maryvonne Caillot, Comme des orpailleurs. De la misère à la pauvreté, les relations comme chemin de libération 2010. Martine Lanibayle et Marianne Mallet dire Événements et formation de la personne, tome 3, 2010. Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Mark Twain. Chirurgien de l'impossible. Maurice Camet. Prix Albert Schweitzer et SIU. Préface par Christian Cabrol. Maurice Camet est mon ami et un extraordinaire chirurgien. Nous faisons tous deux partie de cette génération d'étudiants entrés à la faculté de médecine de Paris à l'automne 1944, après la libération de la capitale, et nos études ont suivi un cours parallèle. Camet, on s'appelait à l'époque par le nom de famille, est apparu d'emblée comme l'un des meilleurs d'entre nous, passant examen et concours, en tête et très vite, sans pour autant afficher aucune prétention, gardant toujours sa gentillesse, sa simplicité et sa bonne humeur. Je pense aussi que son physique avantageux et sa belle prestance lui obtinrent d'autres succès dans d'autres domaines, mais cela reste du domaine privé et il n'en fit jamais étalage. Le récit détaillé qu'il nous donne de nos études d'alors et de leur déroulement très particulier, montre qu'à l'époque les grades médicaux obtenus et très enviés n'étaient pas universitaires, en dehors de la thèse finale, mais hospitaliers. Nous étions engagés sur des concours particulièrement difficiles par l'assistance publique, comme externe puis interne des hôpitaux de Paris. Le travail et la formation hospitalière étaient donc prédominants dans cette période de notre carrière médicale. Notre présence continuelle auprès des malades et l'enseignement essentiellement pratique, un véritable compagnonnage auprès de nos maîtres que nous appelions monsieur, conférait à cette formation un caractère très spécial d'une qualité exceptionnelle que Maurice Camet décrit parfaitement. Dès les premières années de cette formation, les dons et le talent de Maurice le portèrent à traduire l'admiration et l'affection qu'il portait à ses maîtres en leur proposant les innovations et les améliorations qui lui paraissaient nécessaires. Maurice Camet se révéla en effet très vite ce qu'il était, un créateur. L'époque s'y prêtait. Notre génération de jeunes étudiants avait découvert à son entrée en médecine, des hôpitaux ruinés par l'occupation allemande qui de plus, fait paradoxal et inhabituel, et contrairement aux guerres précédentes, n'avaient apporté aucune grande innovation médicale et chirurgicale. Ce sont les Américains qui nous ont fait découvrir la pénicilline, l'anesthésie, la réanimation, la vulgarisation de la transfusion sanguine. La médecine française se trouvait ainsi ravalée à un rang secondaire. On envoyait les enfants se faire opérer aux États-Unis, faute de pouvoir le faire en France. Nos jeunes patrons, Jean Hamburger, Jean Bernard, René Cus, Alain Mouchet entre autres, en furent rapidement conscients et nous encouragèrent à remettre avec eux notre discipline au premier rang mondial,
place qu'elle n'aurait jamais dû quitter. Dans ce mouvement, Maurice Camet fut un pionnier. À la fin de son internat en chirurgie, il eut à choisir entre la chirurgie digestive qu'il maîtrisait déjà et l'urologie, la chirurgie du rein qui lui parut un terrain plus propice. Cette pratique lui fit découvrir un premier impossible. Il avait une petite anomalie de l'œil droit qui ne lui permettait pas une vision totalement binoculaire. Il la surmonta avec courage et détermination. Son second problème fut de trouver un service hospitalier où il pourrait exercer son art. La chance voulut que son maître Cus obtienne la direction d'un petit service dans un hôpital moderne récemment construit, l'hôpital Foch à Suresnes. Très vite, René Cus, lui-même pionnier mondial de la greffe du rein, lui fit totalement confiance tant il s'aperçut que l'habileté, le sérieux et la méticulosité technique de Maurice Camet étaient éclatants. Cette virtuosité, fruit d'un travail intense et prolongé, lui permit d'abord de tenter l'ablation de tumeurs du rein ou de la vessie, considérées par nombre de chirurgiens comme inextirpables en raison de leur envahissement des organes voisins. C'est le succès de ces tentatives audacieuses et réussies qui lui valut le surnom par ses collègues de chirurgien de l'impossible et la reconnaissance admirative de ses malades. Mais ce qui tracassait surtout Maurice Camet, c'était le drame des tumeurs de la vessie, dont l'ablation complète imposait pour permettre l'émission continue des urines, la mise à la peau des conduits venant du rein, les urtères, cause d'une infirmité terrible et socialement humiliante. Maurice, hanté par une idée curieuse qu'il avait eue dans son enfance, imagina de fabriquer une nouvelle vessie avec un segment d'intestin. Ce fut l'opération de Camet, le Camet. Cette innovation magistrale, après les critiques d'usage suscitées par l'introduction d'une telle nouveauté, valut à Maurice une réputation mondiale et méritée. Cette opération sauva des milliers de malades, et valut à son inventeur l'amitié et le respect de nombreux chirurgiens français et étrangers qui furent ses élèves. Sollicité dans le monde entier, il connut nombre d'aventures sources de savoureuses anecdotes. Je m'en voudrais de déflorer ce sujet, et je préfère vous laisser le plaisir de le découvrir dans le style vrai et humoristique de Maurice Camet. À ce livre, il faut ajouter un dernier chapitre. Alerté par un médecin urologue qui venait de créer au Mali une mission de médecins du monde, il apprend les terribles conséquences des mutilations génitales rituelles des jeunes africaines. À 68 ans, malgré les réticences de son épouse et de ses enfants, il part dans des conditions de transport, là encore impossibles, jusqu'à la petite ville de Mopti, où dans des conditions et avec un appareillage chirurgical rudimentaire, il s'attaque à la réparation des communications, des fistules, entre le vagin, la vessie ou le rectum, favorisées par ces mutilations rituelles. Son dévouement, ses succès, lui valent, comme il le dit, la gratitude émue de ses opérés et l'attribution bien méritée du prix Albert Schweitzer. C'est par ce chapitre émouvant que se clôt ce livre, clair grâce à ses explications techniques, passionnant et tonique, que vous lirez d'une traite comme je l'ai fait pour en tirer une grande leçon de courage, d'humanisme et d'espoir. Professeur Christian Cabrol. Témoignage de Gilles Lambert. Maurice Camet est mon ami et un extraordinaire chirurgien. Dans les années 80, la cinquantaine venue, je fus atteint par un cancer de la vessie, l'un des cancers les plus fréquents chez l'homme après le poumon et la prostate. Les différents urologues consultés ne me laissaient guère d'espoir. Ma tumeur était très active, infiltrante, la seule solution était la cystectomie, ablation de la vessie avec abouchement des urtères à la peau de l'abdomen, ce qui ouvrait quelques années de survie inconfortable et à coup sûr douloureuse. Aucun des mandarins de l'urologie consultés à l'époque ne me signala l'existence d'une autre solution chirurgicale. Elle existait pourtant, et c'est à mon ami Léon Schwarzenberg que je dois de l'avoir découverte. Un chirurgien urologue français, Maurice Camet, avait mis au point un remplacement de vessie en utilisant un segment prélevé sur l'intestin grêle. Quand elle réussit, cette intervention permet une vie à peu près normale, mais elle exigeait à l'époque 7 à 8 heures de travail en continu au bloc opératoire. Je fus mise en contact avec Maurice Camet, qui accepta de m'opérer. Après une chimiothérapie difficile, il m'a opéré à Foch en février 1984 avec succès. Je retrouvai une vie normale. Ce parcours m'inspire plusieurs réflexions. Pourquoi, en 1984,
aucun des grands urologues consultés ne m'a signalé la possibilité d'un remplacement de vessie selon la technique Kamei, parce qu'aucun d'entre eux n'était en mesure de la pratiquer, ou qu'elle requérait un effort énorme jugé disproportionné. Par la suite, plusieurs de ces urologues à qui j'ai posé rétrospectivement la question m'ont répondu avec une parfaite mauvaise foi, mais si on vous avait parlé de cette intervention, ce qui est faux. La technique de Maurice Kamei s'est depuis répandue, a été techniquement améliorée et appliquée avec succès tant en France qu'à l'étranger, dans de nombreux hôpitaux. De très nombreux remplacements de vessie avec entéroplastie ont sauvé la vie de nombreux malades. La technique Kamei est appliquée aujourd'hui dans le monde entier et a valu à son inventeur les plus hautes distinctions en Europe et aux États-Unis. Maurice Kamei est devenu la référence internationale incontournable. Dans le livre qu'il vient de rédiger, Chirurgien de l'impossible, préfacé par Christian Cabrol, il raconte cette étonnante aventure. D'abord spécialisé en chirurgie digestive, il met au point le moucher Kamei pour remplacer l'estomac cancéreux, puis il devient urologue à part entière à l'hôpital Foch de Suresnes et, prenant à revers les critiques de l'époque, met au point le procédé auquel de très nombreux patients doivent la vie. Emporté par la passion de guérir, Maurice Kamei a par la suite, dans le cadre de Médecins du Monde, opéré en Afrique les fistules secondaires à des accouchements sans aucune aide en brousse, fistules qui faisaient de ces femmes des exclues totales. Introduction. J'ai eu dans ma vie beaucoup de chance. Celle tout d'abord d'avoir des parents et une sœur aînée intelligents, cultivés et tendres, qui m'ont entouré de leur affection et ont su me donner les meilleures conditions pour terminer mes études secondaires et commencer mes études médicales. C'était en effet une période particulièrement difficile de la guerre 39 à 45, en zone occupée par les Allemands, dont la présence était pesante et où les ressources étaient maigres. J'ai eu aussi la chance de travailler en binôme avec Jean Bien-Aimé, futur chirurgien pédiatrique de haut niveau. L'hôpital Foch de Suresnes, conçu avec des chambres individuelles ou à 2 lits, structure exceptionnelle à l'époque où les chambres des autres hôpitaux comprenaient 40 lits, a été aussi pour moi une chance exceptionnelle. De mes 2 dernières années d'internat jusqu'à ma retraite, j'y ai gravi tous les échelons et j'y ai bénéficié de toutes les innovations techniques qui se sont succédées dans cette période riche de l'après-guerre. J'ai été ainsi dans les meilleures conditions pour réaliser ce que les autres disaient impossible, mais que mes patrons m'ont laissé faire. J'ai eu aussi beaucoup de chance de survivre jusqu'à 84 ans, de faire un mariage d'amour qui vient de fêter ses noces de diamant. 4 enfants, dont un fils médecin, mais qui n'a pas été tenté par la chirurgie. 12 petits-enfants, bien motivés et souvent brillants, mais pas de médecin pour l'instant parmi eux. Maëlys, charmante petite fille de 9 mois, représente la 4e génération et Maëlle a tout juste 4 mois. J'ai eu donc beaucoup de chance de vivre cette période où la médecine a profondément changé, avec l'apparition des antibiotiques en particulier, et des premières tentatives de réanimation. J'ai profité de ces nouveaux moyens pour faire progresser l'urologie, en réalisant ce que l'on considérait comme impossible, d'où le titre de ce livre. Ma double formation en urologie et en chirurgie digestive m'a certainement beaucoup aidé dans ces nouvelles tentatives. À l'époque, alors qu'il n'existait aucune suture automatique, j'ai tout fait à la main et j'ai dû pour cela dépenser beaucoup d'énergie. J'étais heureusement très solidement construit. C'est parce que j'ai accepté de rester parfois 10 heures à opérer le même malade, que j'ai pu réaliser ce que les autres disaient impossible. Tous les faits que j'ai rapportés dans ce livre se sont déroulés exactement comme je l'ai décrit. Tout ce que mes interlocuteurs m'ont dit a été fidèlement reproduit ainsi que mes propres paroles. Il n'y a dans ce livre aucune part de roman, il s'agit de ma vie professionnelle. Vous verrez qu'elle a été très riche et que j'ai eu beaucoup de circonstances favorables, dont j'ai su heureusement profiter. C'est en cela que je dis avoir eu beaucoup de chance dans ma vie. Merci Seigneur. Le cancer de la vessie, le plus fréquent chez l'homme après le poumon et la prostate, était dans les années 50 insuffisamment traité. L'ablation complète de la vessie, cystectomie totale, considérée comme trop dangereuse et inefficace, était pourtant la seule opération logique. Je n'en avais jamais vu faire, mais mes connaissances en chirurgie digestive, celles du rectum en particulier, m'ont aidé à trouver mes repères. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu.
Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.